Bonjour à tous, si vous avez l'impression qu'il y a des meubles un peu à des endroits aléatoires derrière moi, c'est normal, je suis au bureau, on est en train de réorganiser un peu les trucs. J'espère que vous avez passé un bel été, et si c'est pas le cas, c'est peut-être à cause du virus qui est en train de continuer de nous les briser, ou alors de la météo et des catastrophes naturelles. Et ce serait pas surprenant parce que ces derniers mois, il y a eu autant d'actions dans les bulletins météo que dans un Fast and Furious. Et comme les Fast and Furious, ça va pas aller en s'améliorant. On fait joujou avec des aimants maintenant? Et dans les endroits où il pleuvait pas, c'était canicule. Trop chaud et trop mouillé, c'est meilleur signe quand c'est des termes de recherche sur Pornhub que des qualificatifs pour décrire la planète. La température a battu tellement de records qu'on aurait dit l'équipe féminine d'Allemagne de l'Est dans les années 80. Record en Tunisie, au Canada, en Russie, record d'Europe, en Italie, bon de toute façon cet été ils ont tout gagné. Il a fait tellement chaud que les habitants ont eu l'impression de vivre dans un micro-ondes, et si sur le côté du micro-ondes c'est marqué qu'il faut rien mettre de vivant dedans, c'est parce que les chances de survie sont pas bonnes, et surtout parce qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui a dû être suffisamment con pour mettre son hamster dedans et porter plainte. Je veux dire, il a fait 50 degrés en Sibérie. Maintenant faut qu'on mette à jour nos expressions. Quand il fera grand soleil, il faudra qu'on dise quel tchaf, on se croirait en Sibérie. Même Vladimir Poutine a dit qu'il était concerné par le changement climatique. Et pourtant, pour Poutine, la mobilité douce, c'est ça. Il y a eu des incendies impressionnants en France, aux États-Unis, en Grèce, en Turquie. Il fallait bien choisir sa destination de vacances. Oh bah alors, t'as pris des belles couleurs. Merci, c'est des brûlures au 2e degré. Cet été, pompier est devenu le métier en plus forte demande à égalité avec enfileur de coton-tige dans les narines. Il y a eu ces images qui ont fait le tour du monde de l'océan en train de cramer. Quand l'eau est en train de cramer, peut-être qu'il faudrait qu'on se dise la Terre essaye de nous faire passer un message. Mais nous on la laisse avec les 2 vues bleues. D'ailleurs, ce petit bateau-là, ça représente nos efforts actuels pour lutter. On fait juste assez pour dire qu'on fait pas rien, mais on sait très bien que ça suffit pas. Parce que comme des études l'ont déjà prouvé et vont continuer à le faire, les phénomènes météorologiques extrêmes de cet été sont rendus plus probables, plus violents et plus fréquents par le changement climatique. Et c'est au milieu de tout ça qu'est sorti le rapport du GIEC qui a fait les gros titres, enfin en tout cas quelques heures jusqu'à l'annonce de l'arrivée de Lionel Messi au PSG qui, tel un incendie de forêt, a tout rasé sur son passage. C'est pas la faute de Messi, évidemment. Bon, s'il était arrivé à Orly, au lieu de porter un t-shirt Ici c'est Paris, il avait porté un t-shirt Visons la neutralité carbone en 2050, ça aurait pu aider, mais c'est sûrement trop demandé. Le rapport du groupe de travail 1 du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, comme ça vous savez ce que ça veut dire, vous pourrez vous la péter dans les soirées cocktails, on dit toujours ça mais personne ne va vraiment à des soirées cocktails, a été élaboré par des centaines de scientifiques bénévolement en plus de leur travail, ce qui a nécessité des longues heures, surtout sur la fin, comme par exemple ce chercheur qui a amené un sac de couchage au bureau. On a tous vécu le travail à la maison ces derniers mois, eux ils sont un cran au-dessus, ils habitent au travail. Mais il en a fallu des heures pour synthétiser 14 000 rapports scientifiques, répondre à 78 000 commentaires d'experts et de gouvernements, et finir par pondre un rapport final de 3 949 pages. Honnêtement j'ai trouvé pas mal, peut-être une baisse d'intensité aux 2/3, mais il y a un retournement de situation à la fin, je veux pas vous spoiler au cas où vous lisez. Non, honnêtement je l'ai pas lu, les chefs d'État et les ministres non plus, mais c'est parce qu'ils sont tellement écolo qu'ils voulaient pas imprimer 4000 pages, ça nuit trop à la planète. Du coup, comme personne au monde est assez motivé pour lire 4000 pages avec des graphiques sur l'évolution des températures et les émissions de gaz, à part peut-être Greta Thunberg et on voit dans quel état ça l'a mise, le GIEC a publié un résumé technique de 160 pages et même un résumé à l'attention des décideurs de 42 pages. Alors certes, c'est en anglais, ce qui peut constituer un obstacle pour certains, mais comme c'est les infos les plus sourcées et à jour sur le grand défi du 21e siècle, ce serait pas con qu'il et elle les lisent. Et puis c'est moins long que le contrat de Messi au PSG, avec un tout petit peu plus d'impact sur notre futur, même si vous êtes fan du PSG. Ce rapport, il nous dit ce qu'on savait déjà, et ce que les scientifiques suspectaient dès leur premier rapport sur le sujet il y a 31 ans, à une époque où la seule blague que j'étais capable de faire, c'était uriner sur mes parents. L'être humain est responsable du réchauffement climatique et c'est une réalité désormais scientifiquement incontestable. L'ampleur des changements récents est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, et si on diminue pas drastiquement notre production de CO2 dans les prochaines années, la majorité de la planète deviendra inhabitable pour les générations futures, et celle qui ne l'est pas le sera à des conditions nettement plus difficiles. En gros, c'est la merde. Et il faut faire quelque chose. Heureusement, depuis 30 ans, on a nettement plus de données et de connaissances et également des solutions qui demandent qu'à être financées à mise en œuvre. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous présenter un exemple, un modèle d'une ville neutre en CO2 et indépendante en approvisionnement énergétique, ce qui devrait être l'objectif de toutes les villes à l'horizon 2050 si on veut éviter les scénarios catastrophes. Ce modèle a été développé par le professeur Maréchal de l'EPFL et son équipe et je le trouve particulièrement intéressant parce qu'il est aux antipodes de ce qu'on nous présente parfois comme étant le futur écologique où on habite tous dans des cabanes en terre sèche et il faut pédaler une demi-journée pour avoir de l'eau tiède pour une douche. Cette phobie de la perte de confort est souvent utilisée par les opposants à la transition écologique et en l'associant à la menace de coûts individuels exorbitants, on arrive à faire peur aux citoyens et ça explique pourquoi, même quand on peut voter sur des lois écologiques, souvent on les refuse. Suivez mon regard. Je regarde la Suisse et la loi sur le CO2.
et l'initiative sur les pesticides, et l'initiative sur l'eau propre, et un peu toutes les initiatives qu'on a refusées ces dernières années. Il n'y a évidemment pas de solution miracle, mais ce modèle de ville combine plusieurs techniques existantes et essaie de gaspiller le moins possible d'énergie selon le principe de l'économie circulaire. L'énergie est le moteur de notre société et on a tendance parfois à se focaliser que sur la baisse de la consommation d'énergie. Moi par exemple, on me reproche parfois d'être mou sur scène, mais ça n'a rien à voir. Moi je pense à l'avenir, j'économise de l'énergie. Mais la moitié de nos besoins en énergie, c'est les logements et ça c'est compliqué de réduire parce qu'il y a plein de vieux bâtiments, on dit plus vieux bâtiments, on dit bâtiments à risque. Et tous les rénover, ça baisserait évidemment notre consommation, mais ça prendrait du temps et ça coûte super cher. On peut pas tous faire appel aux maçons du cœur, ils seront en burn-out. Mais évidemment, si vous le pouvez, isolez mieux votre logement ou demandez à votre propriétaire qu'il le fasse. Les propriétaires, ils adorent quand on leur demande des trucs. On n'aurait pas idée de naviguer dans des bateaux pleins de trous et décoper l'eau au fur et à mesure parce que ça coûte trop cher de les boucher. Pourtant, c'est exactement ce qu'on fait avec les passoires énergétiques qui nous servent de logement. Là où on peut faire un changement encore plus conséquent pour la planète, c'est dans l'approvisionnement et la distribution de cette énergie. Par exemple, si on utilise des pompes à chaleur au lieu des chaudières, ça utilise entre 5 et 10 fois moins d'énergie. C'est marrant parce que la pompe à chaleur et la chaudière, c'est aussi deux des surnoms que j'envisage si je dois me reconvertir dans le porno parce qu'on peut vraiment pas reprendre les spectacles. Pardon, passons. Un des aspects les moins efficaces de notre système actuel, c'est qu'on a parfois besoin de se chauffer et parfois besoin de se refroidir. Et dans les deux cas, on utilise des énergies fossiles pour le faire. C'est pour combattre cette aberration écologique qu'a été développé le réseau CO2 qui consiste à installer 2 tuyaux sous les trottoirs, un avec du CO2 à l'état gazeux et l'autre avec du CO2 à l'état liquide. Et quand il passe du liquide au gaz, il permet de refroidir ce qui doit l'être et d'aller distribuer cette chaleur ailleurs dans le réseau. J'ai pas compris exactement comment ça fonctionnait, mais ça fonctionne. Moi d'ailleurs, j'ai jamais compris comment fonctionnait ma chaudière non plus, ni la plupart des trucs que j'utilise au quotidien parce que je suis débile. Mais tout système qui est pas basé sur le fait de faire des trous dans la terre pour aller chercher un liquide magique qui libère du carbone dans l'atmosphère dès qu'on a besoin de chauffer ou de refroidir un truc, j'achète. Ce système avec le réseau CO2 permettrait des économies d'énergie de l'ordre de 80% et une fois l'investissement initial remboursé, une facture énergétique divisée par 6. Ah là, tout le monde devient écolo. Les oreilles de tous les Suisses qui se sont déjà plaints d'une facture d'énergie, donc tous les Suisses ont fait cheat en mode lapin, genre quelqu'un a dit divisé par 6 la facture? Ce système est en train d'être mis en place sur le campus de l'EPFL à Sion. Oui, il y a un campus de l'EPFL à Sion, et plusieurs villes romandes sont intéressées à l'adopter. Et c'est une invention suisse. Elles sont pas toujours hyper utiles, nos inventions en Suisse. Ah, il y a de tout dans les inventions suisses. On a inventé le velcro, mais aussi l'ovomaltine. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique. On a inventé le réseau CO2, mais aussi le chukball. Il faut les deux, le yin et le yang. C'est comme moi quand je fais une vidéo, une moitié de trucs intelligents, une moitié de trucs débiles. L'équilibre parfait. Ah, et si vous savez pas ce que c'est le chukball, c'est que vous avez pas eu un prof de gym qui pensait que c'était le meilleur sport du monde, et vous avez eu beaucoup de chance. Et pour le reste de l'apport en énergie, le professeur Maréchal propose des panneaux photovoltaïques et des piles à combustible, deux technologies qui existent déjà et qu'on est en train d'améliorer. Ça, c'est aussi mes remarques en cours de sport. Thomas existe et est en train de s'améliorer. On est capable de faire du chukball aussi. Une pile à combustible, ça fonctionne comme une batterie en produisant de l'électricité grâce à une réaction chimique, et comme le carburant ne brûle pas, il n'y a pas de CO2. Les premiers prototypes ont été créés en 1839, mais ça coûtait plus cher que les énergies fossiles, donc on les a laissés de côté pendant 1 siècle et demi avant de reprendre le développement récemment. Ouais, une petite pause d'1 siècle et demi, le temps de reprendre nos esprits. On est vif, hein. Et les panneaux solaires, vous pouvez déjà en mettre chez vous, sur les toits, ça vous économisera très vite de l'énergie et de l'argent, et aussi la planète. Alors oui, c'est un peu moins joli que des petites tuiles toutes chou, mais bon, la plupart des toits, c'est déjà plus des tuiles, et puis surtout, vous regardez souvent votre maison depuis le ciel, vous. Le soleil, c'est une énergie qui pourrait régler tous nos problèmes si on arrivait à mieux l'apprivoiser. Il apporte en 1h30 l'énergie dont on aurait besoin pour vivre sur Terre pendant 1 an. Si on arrive à capter toute l'énergie que le soleil émet pendant 1 an, on aurait de quoi vivre 6500 ans. Le soleil, c'est un boucher qui vous dit, il y a beaucoup plus. Je vous le mets quand même. Moi, j'ai hésité à faire un boucher marseillais, après je me suis souvenu que je savais pas faire les accents. Mais évidemment, c'est pas constant, il n'y a pas forcément du soleil pile au moment où on a besoin d'énergie. En hiver, il y en a pas assez, puis en été, il y en a trop. Je sais, c'est pas évident de se dire ça cette année, mais bon. Donc il s'agit de capter l'énergie solaire quand il y en a et de la stocker pour quand on en aura besoin, par exemple en la transformant en méthane. Oui, j'étais surpris aussi, parce que pour moi, le méthane, c'est les pets de vache, puis c'est extrêmement nocif pour l'environnement, mais apparemment, il a aussi des bons côtés. Faut juste apprendre à mieux le connaître, quoi. Il adore les longues balades et les mots croisés. Le modèle du professeur
professeur Maréchal, c'est un système d'approvisionnement où toutes les énergies bossent ensemble, en mode Avengers, sauf qu'au lieu qu'il n'y en ait qu'un qui soit vert et qu'on le regarde bizarrement, bah ils le seraient tous. Et ça donnerait une ville du futur en mode Wakanda, mais qui existe vraiment, avec peut-être un peu moins de chats qui volent. Il resterait évidemment toutes les émissions liées au domaine des transports ou de l'alimentation. Dans ces domaines, les solutions existent aussi, même si j'ai pas le temps de tout raconter dans cette vidéo, parce que le but c'est quand même qu'elle soit moins longue qu'un vrai film des Avengers. C'est pour ça que je rentre pas dans les détails, bon aussi parce que j'ai pas tout compris pour être honnête, même si le professeur Maréchal a été sympa de prendre du temps pour répondre à mes questions par Zoom. Faut dire que la moitié de mes questions c'est des trucs genre est-ce que vous êtes de famille avec le fromage Maréchal? Chacun son domaine d'expertise, mais si ça vous intéresse, il a donné 2 TED Talks sur le sujet, un à Genève et un à Martigny. Ça veut dire si le gars est déterminé, il est prêt à aller jusqu'à Martigny pour défendre ses idées. Je trouve ça quand même cool que le plan pour l'avenir énergétique de notre pays, il a été présenté au même endroit que la choucroute du FC Sion et la foire du Valais. Mais la différence entre ce plan et les gens à la choucroute ou la foire du Valais, c'est que le plan, il tient debout. C'est pas de la science-fiction, c'est que de la science, c'est faisable. Et il existe plein d'autres scientifiques avec plein d'autres idées. Le problème, c'est pas l'absence de solutions, le problème c'est que c'est plus facile de faire comme avant. Et il y a énormément de personnes qui ont un intérêt financier à ce qu'on continue d'exploiter les énergies fossiles jusqu'au dernier millilitre, peu importe les conséquences sur la planète. Ces personnes vont tout faire pour essayer de nous dissuader de consommer mieux, de consommer moins, de consommer plus propre, mais c'est dans leur intérêt, pas le nôtre. Si on se chauffe avec une pompe à chaleur, on va pas acheter de pétrole à l'étranger, et du coup les lobbies pétroliers sont pas méga fans de cette idée, et ils sont puissants. Un exemple au bol, Swiss Oil, dont le président n'est autre qu'Albert Rösti, ex-président de l'UDC, un parti qui est systématiquement opposé à tout projet qui réduirait notre dépendance au pétrole. Oui, je sais la question que vous vous posez. Est-ce qu'il est de la même famille que la barrière du même nom? Je pense que oui. Et c'est sûr qu'à l'échelle de la planète, c'est pas la Suisse qui pollue le plus, mais par habitant, on est parmi les mauvais élèves. Et on a les connaissances et les capacités financières pour innover. C'est pour ça que ce serait pas débile qu'on montre l'exemple, qu'on montre qu'autre chose est possible, et qu'ensuite les solutions puissent être appliquées ailleurs. En plus, on a tout ce qu'il faut, du soleil, du vent, de l'eau. Ça rime, on dirait les paroles d'un groupe de reggae français genre Trio ou Sin Semilia. J'espère que je vais pas de leur donner une idée parce que je m'en voudrais beaucoup. Mais pour l'instant, on prend pas encore le bon chemin. Cette année, en Suisse, on a voté contre la loi CO2 qui, même si elle n'était pas suffisante, ni spécialement bien foutue, montrait une volonté d'aller dans le sens d'une réduction des émissions de gaz carbonique. L'un des arguments qui a fait mouche, c'est la peur d'une hausse du prix de l'essence de 12 centimes au litre. Et en Suisse, on vote souvent avec le porte-monnaie. Même si pendant la campagne, le prix de l'essence a augmenté de 20 centimes au litre, mais bon, ça c'est les fluctuations du marché, puis les variations de l'offre des pays pétroliers, donc c'est pas à cause des ayatollahs de l'écologie, alors ça passe. Beaucoup de gens détestent les taxes, et c'est sans doute pas la solution, mais peu importe comment on veut financer la transition, la question de l'argent revient sans cesse. Une étude a calculé que la neutralité carbone en Suisse coûterait 390 milliards. Ça paraît énorme, mais c'est 2% du PIB. Et c'est pas des milliards auxquels on va foutre le feu, c'est des milliards qui seront investis dans nos infrastructures, dans les entreprises locales, dans la formation d'ingénieurs, et qui du coup seront pas envoyés en Arabie Saoudite ou en Azerbaïdjan pour acheter leurs matières premières et financer les démocraties exemplaires qu'ils ont là-bas. C'est 13 milliards par an. C'est beaucoup. Et c'est faisable. L'armée, par exemple, c'est 6 milliards par an. Mais ça, c'est super utile. On va pouvoir attaquer les prochaines vagues de chaleur avec nos nouveaux avions de chasse. Faut juste remplacer les mitraillettes par des pistolets à eau. Oui, la transition coûtera cher, mais un glissement de terrain, une inondation, un incendie, un tsunami, c'est pas des tarifs super abordables non plus. Y a pas tellement d'entrée de gamme. Refuser de mettre de l'argent maintenant dans la transition, c'est refuser de réparer les freins de la voiture et se dire « Oh bah tant pis, je réparerai la façade de ma maison, le lampadaire, la voisine. » En tant que citoyen, on peut pas tout changer tout seul, mais on peut faire partie du changement en s'informant et en votant pour des initiatives écologiques ou pour des politiciennes et politiciens qui veulent changer le paradigme actuel et qui prennent pas d'argent des lobbies gaziers et pétroliers. Suivez mon regard, je regarde... Oh, c'est tout ce que je regarde là. Ces gens-là sont prêts à tout pour maintenir le statu quo qui les rend riches. Ils savent qu'il y a que 2 options. Soit on change tout, soit on n'écoute pas les scientifiques. Donc pour eux... La question elle est vite répondue. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à gagner à défendre le pétrole et le capitalisme sauvage? Jeff Bezos va nous filer un pins? En faisant des petits ou grands gestes, changer sa chaudière, vendre sa voiture, prendre un vélo, en sensibilisant autour de soi sur ces questions, on peut passer de l'équipe de ceux qui détruisent la planète à l'équipe de ceux qui essayent de la préserver. Et plus nombreux on sera à effectuer le transfert, plus le match sera équilibré. Et le mercato, c'est dès maintenant. Après la sortie du dernier rapport du GIEC, les politiciens se sont tous rués sur Twitter pour dire à quel point c'était important de faire quelque chose. Ok, mais quoi? Une déclaration pour dire qu'on va bientôt faire quelque chose. Super, merci. On se retrouve au prochain rapport dans 5 ans. Parfois, je me dis qu'ils produisent tellement de vent qu'il suffirait de mettre des éoliennes devant les ministères, on aurait déjà réglé une partie du problème. Ce rapport et ses conséquences
C'est pas juste un sujet politique qu'on peut adresser avec un tweet et remettre à plus tard. Ça a été le cas jusqu'à maintenant, parce qu'il y a toujours un sujet plus important, plus urgent, plus impactant pour les électeurs. Il n'y a pas que pour les politiciens que c'est pas un sujet facile. Pour faire des blagues non plus. C'est plus marrant de parler de cul, de stars, ou même de vaccins que de ça. Alors tu la connais celle-ci, c'est 1 tonne de CO2 par an, 1 kWh et 1,5 degré de réchauffement moyen qui honte dans un bar. Et j'en ai déjà perdu la plupart rien qu'avec ça. Les données sur le réchauffement climatique, ça nous rappelle un peu les problèmes de maths où on devait trouver l'âge des filles du capitaine, donc on zappe parce que ça nous saoule. Sauf que le problème là, c'est que la réponse, c'est que le capitaine n'a pas de filles parce que les perturbateurs endocriniens l'ont rendu stérile. Et pour les médias, montrer des images d'incendie, ça fait de l'audience. Tandis qu'essayer de vulgariser un rapport scientifique ou expliquer en quelques secondes pourquoi nos émissions de CO2 depuis 30 ans sont en cause, les gens ont déjà attrapé la télécommande et sont en train de regarder Koh-Lanta. Ah! D'ailleurs, aux États-Unis, les chaînes d'infos ont continué à en parler du rapport du GIEC 137 minutes le jour de sa sortie, 40 minutes le lendemain, et plus que 5 minutes 2 jours après. Si on arrive à baisser nos émissions de CO2 aussi rapidement, c'est gagné. Une ONG a même calculé que les matinales d'actu américaines ont passé autant de temps à parler du réchauffement climatique pendant toute l'année 2020 que du voyage dans l'espace de Jeff Bezos sur la seule journée du 20 juillet 2021. Voyage qui a duré 11 minutes entre décollage et atterrissage, qui a coûté des milliards et qui a servi à rien, à part à pouvoir dire à Richard Branson que c'est moi qui ai la plus longue excursion dans l'espace. Ces 30 dernières années, on a émis presque autant de CO2 que depuis la révolution industrielle. Donc je crois que c'est bon, ça, c'est acquis. On sait quoi faire si un jour on a besoin de nouveau en émettre. On a atteint le niveau élite dans ce jeu-là, donc il est temps d'en changer et d'essayer d'en émettre le moins possible. On doit atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est tout bientôt. Il y a déjà des pays qui sont candidats pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2034 ou des JO en 2036, donc on sait qu'il y a des gouvernements qui sont capables de regarder un peu dans le futur. Et c'est pour ça que Poutine est inquiet, parce qu'en 2050, il a prévu de toujours être au pouvoir. En gardant ce sujet constamment dans l'actualité, on peut maintenir la pression sur nos décideurs et les empêcher de faire l'autruche, notamment parce qu'au rythme où on détruit la biodiversité, il y aura peut-être bientôt plus d'autruches. Il faut pas se laisser berner quand un gouvernement s'auto-congratule de faire plus que les gouvernements précédents qui faisaient pas grand-chose. C'est le type qui a les flammes tout autour de la maison et qui se fait une tape dans le dos en disant « Nous avons investi davantage dans les énergies vertes que durant le mandat de mon prédécesseur ». Mais il fait un peu chaud là quand même. La Suisse a voté pour la transition écologique en 2016. Elle a voté pour réduire ses gaz à effet de serre en 2011 déjà. On dirait moi qui dis que je vais faire la vaisselle mais qui attend qu'un miracle se produise et que les plats se nettoient tout seuls. Et on sait que les gouvernements sont capables de prendre des mesures drastiques pour faire face à une urgence, les 18 derniers mois l'ont prouvé. On demande simplement les mêmes moyens pour l'écologie que pour la pandémie. D'ailleurs c'est comme si le climat là ça faisait 1 an et demi qu'il observe le Covid occuper tout l'espace, qu'il voit tout ce qu'on fait pour lutter contre le virus. Donc il a décidé cet été de déclencher ça et là des petites catastrophes naturelles comme pour dire « Ouais c'est pas mal là, tout ce que vous avez fait, les vaccins, les masques, les confinements. Maintenant, faudrait peut-être s'occuper un peu de moi. Vous savez, la fin du monde, tout ça, vous vous souvenez? Combien d'étés comme celui-là nous faudra-t-il pour réagir? Avec genre une catastrophe naturelle par jour. Les médias, ils étaient obligés de sortir des cartes pour pas qu'on perde le fil de ce qui se passe dans quel pays. Même les variants du Covid, il y en a pas eu autant. Cet été, il y a eu plus de pays en prise avec des graves incendies que de pays qui ont accueilli un match de l'Euro 2020. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les pyromanes étaient tellement excités en regardant les nouvelles qu'à eux seuls, ils ont fait augmenter la température terrestre d'1 degré. On demande davantage que des belles promesses et des déclarations. Les solutions existent. Il faut les légiférer, les financer et les mettre en place. Et nous, la population, on doit soutenir ces solutions. Avec nos votes, avec nos porte-monnaies, avec nos voix, on peut faire bouger les choses avant que les choses nous fassent bouger. Ce sera beaucoup plus abrupt et douloureux, ça. Vous avez peut-être l'impression que j'enfonce des portes ouvertes. Et c'est vrai, mais demandez-vous, si la porte est si grande ouverte, pourquoi l'économie s'évertue à enfoncer le mur à côté avec un 4x4? Les générations précédentes avaient peut-être des excuses. Il y a 30 ans, on savait pas tout, on n'était pas sûr, on n'avait pas d'alternative. Maintenant, on sait pourquoi, et on sait comment faire pour changer. Il n'y a plus d'excuses. Les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques, géothermiques doivent arrêter d'être les exceptions et devenir la norme. Des modèles comme celui du professeur Maréchal, ils existent. Et il est temps qu'ils sortent des tests d'université, des TED Talks et des vidéos d'humoristes pour être implantés dans nos villes. Parce que là, pour de vrai, il y a le feu au lac. Merci de m'avoir écouté.